Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, le premier de l'année, déjà meilleur vœu au King, extrêmement élégant pour le premier épisode de l'année, je dois l'avouer. Bah, faut que je sois à la hauteur de Monsieur Guillaume. Voilà, vous l'avez déjà entendu, ça il dit ça pour Guillaume qui est en casquette avec un sweat UFC, hein. Attention, attention. Mes vœux les plus sincères, mes vœux les meilleurs, mes vœux sportifs les meilleurs à tous nos auditeurs et puis à toi et ta famille, cher ami. Oh, bah merci, merci, et réciproquement Fernand. Là, cette semaine, on va parler d'un très, très gros morceau. Il l'avait annoncé, Fernand, il l'avait annoncé la semaine du 11 décembre. Il avait dit juste après, la Terre va exploser. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer. Je pense que là, les gens sont en train de se rendre compte, là, de ce qui va arriver le 22 janvier prochain à Anaheim, UFC 270, Cyril Gane contre Francis Ngannou. Est-ce que là, pour l'instant, toi, ça va au-delà de tes espérances en termes de, tu vois, de hype, de sollicitation, et puis même au sein de l'équipe au global. Non, pas encore. Ça monte tranquillement en puissance. Mais, mais effectivement, il y a quand le pic va être atteint, ça va être intéressant. Ça monte tranquillement. C'est très difficile. Là, de esquiver les médias, c'est difficile. Les séances d'entraînement sont compliquées pour pouvoir gérer ce qui, euh, entre les entraînements, au moment où Cyril met ses pieds dans la salle, euh, c'est compliqué. Il est persécuté jusqu'à ce qu'il quitte la salle. Et on fait deux entraînements, donc on est sur du bi-quotidien. On s'entraîne à 10 heures et puis on s'entraîne à 16h30. Et il est censé déjeuner entre les deux et puis faire une sieste. Il a une pièce en local où il fait une sieste dans le complexe sportif. Euh, et il le fait péniblement parce qu'entre les deux, il y a de grosses activations donc qui vont ressortir bientôt de beaucoup, beaucoup de communication autour de ce combat. Et ça montre l'engouement qu'il y a dessus. C'est que chaque média qui arrive explique que ils ont eu le go et le budget le plus gros possible pour en parler parce que c'est un gros événement pour eux. Et c'est bien, c'est intéressant d'avoir cette lecture de jeu là qu'on n'avait pas souvent. Et pour le développement de la masse du sport, pour le MMA, c'est un bon indicateur quand on a des très gros médias, que ce soit dans la niche du sport de combat ou du sport simplement, que ce soit hors sport du tout, et qui s'intéresse à ça, on se dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et quelque chose qui est en train de se passer, c'est le fameux main event de l'UFC 270. Toi, comment là tu te sens là? Est-ce que quelque part c'est pas ton prime là à toi aussi? Euh, oui, oui, je pense que je suis à mon prime. Ouais. Je pense que, très honnêtement, j'ai la chance de faire partie de ce gros événement. J'ai la chance d'avoir rencontré ces personnes assez spéciales que sont Francis Ngannou d'un côté, qui avec son succès et tout ce qu'il a eu, a apporté la lumière sur ma carrière d'entraîneur. J'ai ensuite eu la chance d'avoir Serigan qui, de son côté aussi, a apporté la lumière à mon travail d'entraîneur, mais aussi à tout l'écosystème, donc avec tous mes collègues qui travaillent là. Et donc, si on considère que le prime est un moment où tu es au pic de ce que tu as fait de mieux dans ta carrière, je pense que je pense que je peux faire mieux, mais cependant, c'est difficile de faire mieux que d'avoir participé à, à la collision de ce qui se fait de plus brutal, et de plus attendu comme sport, comme euh, championnat en sport de combat. Et que pour le grand public qui ne se rend pas compte, parce que je sais que sur ceux qui nous occupent comme ceux qui nous écoutent comme éditeurs, on a des auditeurs qui sont des experts du MMA, on a des auditeurs qui sont des gars qui comprennent moyennement le MMA, et puis on a une grande majorité qui découvrent le MMA pour que les gars se rendent vraiment compte de quoi on parle. On parle là d'un sport qui était encore il y a quelques temps euh, caché dans enfin, une petite niche
qui est devenu l'un des plus gros, les sports les plus croissants au monde, avec une ligue qui s'appelle UFC, qui est pour nous, sur le sport de combat, ce qu'on considère comme les Jeux olympiques du MMA. C'est le plus haut niveau où on peut se challenger sur la catégorie la plus importante du monde, qui est la catégorie de poids lourd. Avoir deux personnes qui sont 2 sur 8 milliards de personnes, on va dire 7,7 milliards de personnes dans le monde, il y a 2 personnes qui sont au sommet de la chaîne alimentaire physique sans armes, et qu'il y a d'un côté des personnes extrêmement fortes, mais qui sont diamétralement opposées. C'est incroyable de vivre ça, de savoir qu'on a d'un côté un mec qui est Francis Ngannou, qui est l'expression la plus féroce qu'on puisse avoir de la force brute chez un être humain, additionné à beaucoup d'intelligence. Et on a chez Cyril Gane la plus grosse expression d'intelligence qui puisse exister sur la planète du sport de combat, plus un peu de force. Les deux vont se croiser le 22 janvier si tout se passe bien. Et c'est phénoménal de pouvoir témoigner ça, de pouvoir être témoin de ça. Voilà, ça y est les gars, la hype est bien réelle. Justement, ce programme Force, tu nous en as parlé, Cyril en a parlé aussi. Est-ce que pour toi c'est quelque chose justement ça qui est... Enfin, quelle a été la motivation derrière tout ça? Il a eu environ, je crois, 3 ou 4 mois, je crois, Cyril, autour de ce programme-là. Le fait de mettre l'accent là-dessus, quel était en particulier, bien évidemment, l'objectif autour de ça? L'objectif autour de ça était déjà de développer la force, simplement parce que à chaque fois qu'on a des cycles d'entraînement où il y a de l'espace à la fin du cycle d'entraînement, on va mettre le développement de la qualité physique qui est la plus longue à développer. Si j'ai envie de développer l'explosivité, je peux développer l'explosivité la veille d'un combat. Je peux décider de développer l'explosivité à 2 jours du combat en mettant une méthode qu'on appelle les méthodes volontaires. En gros, je vais que faire la phase positive du mouvement. Donc, si je fais du squat, je vais exploser. Si je fais du développé couché, je vais partir du zéro et puis pousser, exploser. C'est ce qu'on appelle les méthodes volontaires. Et sur un régime de contraction, du coup, qui s'appelle du concentrique. Si je suis sur ça, je peux développer la veille et le lendemain, j'aurai des bénéfices, j'aurai de la potentialisation. Alors que si je fais de la méthode du développement de force, si je le fais la veille, mon corps, enfin, en tout cas, le système, le corps, va être dans une situation de déstabilisation. En gros, pour arriver à les bénéfices de la force, on passe par une phase de entraînement, désentraînement, donc des adaptations, ensuite surcompensation pour avoir les bénéfices quelques semaines plus tard. Et donc, des fois, quelques mois plus tard, quand on parle sur un cycle de développement de force comme celui de Cyril Gane. Donc, l'idée, c'était de se dire simplement, naïvement, Cyril vient d'être champion du monde intérimaire. On se doute bien que le prochain combat va être dans longtemps. On se disait dans un premier temps qu'il va être à Paris, le combat. On ne savait pas où exactement, mais on savait que c'est dans longtemps. Et donc, on est entré dans l'idée de se dire, OK, le préparateur physique Ryan Gillet, il va déclencher le processus. Moi, je passe la commande en disant, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre en place un cycle de développement de force? Et donc, du coup, parce qu'on a le temps pour le coup, on a minimum 3-4 mois pour développer la force. Ensuite, il se trouve que dans le cycle de développement de force, on sait qu'il y a une corrélation directe entre la force et le changement de structure de la fibre musculaire. Concrètement, si tu développes la force, il y a le volume et la surface du muscle qui gonfle. Et donc, on s'est dit que en prenant de la force, on prend aussi de la masse. Et c'est ce qui s'est passé. Cyril est passé d'environ 110 kilos à 114, 115 kilos aujourd'hui à jeun. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il a pris à peu près 4 kilos de muscle pur, ce qui est parfait, ce qu'on voulait. On garde de la mobilité, on garde de la vitesse, mais il y a quand même de la force pure dedans et il y a aussi de la masse qui vient quand même aider. Voilà en gros ce qu'il y avait comme programme de prise de force qui servirait de toutes les façons, quel que soit l'adversaire. Donc tout s'est passé comme prévu, et là pour toi, parce que tu es aussi un historien du sport, quelque part, est-ce que c'est la plus belle affiche de l'histoire de la catégorie, là, celle qu'on va avoir, enfin l'affiche qu'on va avoir jeudi, le 22 janvier? C'est ce que les experts du monde du MMA s'accordent à dire. Joe Rogan, Chael Sonnen, et j'en passe, Dana White et j'en passe,
Dana White encore, ça va, le mec, il est promoteur, donc on va dire qu'il vend sa sauce. Luc Thomas, comment il s'appelle? Ariel Alwani, je l'ai eu au téléphone il y a 2 jours. Et je lui ai dit, je suis surpris que tu me dises que ce combat est pour toi la meilleure affiche qu'on puisse avoir chez les poids lourds. Il me dit, pourquoi tu dis ça? Je lui ai dit, mais il y a quelque temps encore, tu parlais et tu sollicitais le combat John Jones contre Francis Ngannou. Et c'est bizarre que tu aies changé. Il me Il dit, n'a pas non, oublié. attention. Ah oui, je n'oublie pas ce genre de truc. Et je lui dis, non, 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 attention. Il me dit, non, attention. Je disais que la ceinture intérimaire, je n'étais pas d'accord de comment elle est arrivée. Cependant, à date, le meilleur combat est le combat qui a le plus de sens et qui est le combat le plus historique qu'on puisse avoir sur les poids lourds à date est le combat Sirigan-Francis Ngannou. Je suis sérieux quand je dis que si on m'enlevait la casquette d'entraîneur et que j'avais l'occasion d'avoir mon pot de popcorn et puis ma bouteille d'eau, je m'assisterais aux premières loges comme nos parents se sont assis sur le combat de Mohamed Ali à Kinshasa. C'est historique. C'est vraiment, on est sur quelque chose du niveau de Boumaï. Et les gens vont s'en rendre compte, plus l'événement va avancer. On a rarement vu, je ne suis pas sûr qu'on connaît sur là actuellement un être humain qui transfère autant de force sur une synchronisation musculaire et de fibres musculaires comme Francis Ngannou en instant T. Et je ne suis pas sûr que sur la planète, en ce moment, il y ait quelqu'un qui soit capable de lire le combat et de contourner la force comme Cyril Gann est capable de le faire. Donc, je suis honoré de pouvoir témoigner ça de mon vivant, de savoir que j'ai vécu cette histoire. C'est pas mal. Justement, je vais faire un petit peu dans la provocation avec Rust. On parlait de Francis et on se disait, c'est vrai qu'il a quand même déjà 35 ans. Est-ce que pour toi, il est toujours dans son prime, Francis, quelque part? Absolument. Les études montrent que la force, l'âge d'or de la force euh, peut aller jusqu'à 36 ans. On sait que l'âge d'or de la force dure un peu plus dans le temps. Même s'il n'y a pas de développement forcément, il y a un maintien de force sur cette période-là. On considère que la période de maturation d'un sportif de haut niveau, c'est entre 25 et 36 ans. Et je pense qu'il est en son prime complètement. Ben voilà. Alors, pour la Fight Week et même le combat, est-ce que ça va être quelque part à la fois, comme tu l'as dit, toi c'est ton prime. Tu dis que tu espères faire mieux, mais honnêtement, je pense que là, faire mieux, ça voudrait dire que t'es finalement deux élèves à toi en cours qui s'affrontent pour la ceinture UFC. Ce n'est pas impossible. Ok, Telles et que les choses sont parties, t'as des... ce n'est pas impossible. Chez les poids lourds, il y a des poids lourds qui Ok, pourraient incessamment sous peu challenger Cyril à un moment donné à l'UFC. ok. Chez les middleweight, il y a la possibilité qu'on puisse avoir des guerres fratricides si jamais à un moment donné rien ne venait intercéder la course du météore qui est Nassourdine Imavov. S'il arrive sur le trône un jour, je ne serais pas surpris qu'un mec comme Gadzhigumov, qui vient de signer à l'UFC et qui a fait le main event sur le Contender Series, croise son chemin. Donc, je ne serais pas surpris. Oui. mais si à ça, est-ce que toi t'opterais pour la stratégie de... J'ai oublié son nom, mais le coach de Sanford MMA, tu vois, qui se retire un petit peu, ou tu serais obligé quelque part de choisir un camp? Ou justement d'avoir aussi une guerre fratricide dans le sens où tu aurais Benjamin Sarfati et toi de l'autre? Non, je ne fais pas ça. La seule raison pour laquelle aujourd'hui je me retrouve sur le camp de Cyril, c'est parce que mon ancien ami et compatriote Francis est parti de l'autre côté et qu'il n'y a pas de raison de m'effacer. Mais bien entendu que si j'avais aujourd'hui dans la même salle où je suis je dis n'importe quoi, Marcel Chichev qui se retrouvait face à une ceinture, face à Cyril Gann, bien entendu que je me retire et puis je laisse chacun d'entre eux choisir un ami qui l'accompagne parce que il faut de la neutralité et que j'ai besoin qu'il y ait de l'homéostasie dans mon écosystème. J'ai besoin qu'il y ait un certain équilibre et qu'il y ait de la justesse.
Alright. Et donc là, sur la Fight Week, est-ce que toi tu penses, voilà, c'était ma première question, ensuite il y en a d'autres qui ont fusé, que ça va être la pire Fight Week de toute ta carrière, et ensuite, le soir du combat, le combat ça va être peut-être le moment le plus tendu de toute ta vie professionnelle? Ce n'est pas impossible. Jusque-là, je vis le process bien. Je conscientise le fait que ça va être très compliqué, comme il y a certains événements de ma vie qui ont été compliqués, je conscientise que euh, euh, je serai face à des émotions mélangées, de la fierté d'être là, de la peur, de, de, d'une défaite simplement, de la peur d'avoir mon ami, mon petit frère, quelqu'un que j'aime, ou même les deux, de la peur que l'un d'entre eux se fasse mal, parce qu'il faut qu'on se dise les choses. Aujourd'hui, Francis ne fait plus partie du MMA Factory, mais cependant, je ne lui souhaite pas qu'il se blesse gravement, quoi. J'espère que si jamais il perd le combat, j'espère que ça se fasse dans des conditions où tout de suite après, il est bien, il est debout, il est en santé. Donc, j'aurai un mélange certainement de peur, de fierté, de joie, de tristesse, de mélancolie. Tout va être mélangé et je ne sais pas encore ce que ça va donner. Je ne sais pas, je ne peux pas prédire. La Fight Week, non, il n'y aura pas de problème. Il y aura pas, je ne pense pas que ce sera une mauvaise Fight Week. Je sais simplement qu'on va être broyé par la machine de l'UFC parce que quand on va mettre les pieds sur Anaheim, on va être sollicité sur une tonne de radio, de télévision qui vont nous lessiver complètement. Je l'ai déjà vécu. Ensuite, Ça t'embête juste ça là? Enfin le côté médiatique, parce qu'on sait que toi t'as toujours loué l'importance des médias pour le succès des combattants, mais est-ce que là dans le cas présent toi tu t'en passerais bien? je m'en passe très bien, mais cependant c'est nécessaire. Mm. Ce qui est très important chez nous, les acteurs du MMA, c'est de comprendre ce qu'on fait et qu'on comprenne les différents acteurs avec lesquels on discute dans le show pour comprendre le rôle que chacun a. Les médias sont là pour nous propulser. Il n'y a pas les médias, Serigan n'est jamais connu. Il n'y a pas la sueur, Serigan n'est pas connu au final. Il n'y a pas Serigan, la sueur n'est pas non plus connue. Les deux vont ensemble, on s'entraide. Il n'y a pas Serigan, le MMA Factory, Fernand Lopez n'est pas connu. Il n'y a pas l'UFC, Conor McGregor ne fait pas un combat de championnat d'Irlande de boxe anglaise. Il n'a même pas sa licence pour faire un championnat d'Irlande de boxe anglaise. La seule raison pour laquelle il consécute tous les rangs et va affronter un mec comme Mayweather, c'est parce qu'il y a la ceinture avec 3 lettres UFC inscrites dessus. C'est ça qui lui donne le ticket et la légitimité de se mettre face à l'être humain le plus bankable du monde de la boxe anglaise. Donc, à partir de ce moment, tu sais que ton devoir est de promouvoir ton événement. Est-ce que je m'en passerai? Oui, mais cependant, c'est nécessaire. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas fait, que pour toi, c'est nécessaire pour tout le monde. Cyril va m'enfler, il va être broyé par la machine de la communication, de la même manière que Francis va m'enfler, il va être broyé par la machine de la compétition. Celui qui survivra, c'est celui qui est capable de prendre la forme du récipient qui le contient. Be the water, my friend. Okay? Celui qui est capable de faire, d'accepter, de plier, de se conformer à ce qui se passe rapidement. C'est pour ça que dès l'arrivée de Cyril Gane à la salle, tout de suite, de tous les athlètes d'ailleurs, tout de suite, je les éduque et je les pousse rapidement à s'adapter et vivre avec les médias. Avec que quand il y a entraînement à la salle, tu l'as déjà vécu, vous passez entre les athlètes, vous filmez, vous faites des photos, vous faites ce qu'ils veulent, ils ne vous calculent même pas parce qu'ils vivent avec ça au quotidien. Et donc, du coup, ça devient une deuxième nature et c'est normal pour lui de comprendre que lors de la fac, oui, il va faire des plateaux télé, des radios et tout ce qui va avec. Effectivement, si tu n'es pas habitué à ça, ton état d'esprit, il est tellement concentré à le refuser que ça te bouffe l'énergie. Mais si tu es habitué, tu vis avec le flow, tu prépares ton téléphone assez chargé parce que tu sais que tu auras besoin de t'occuper entre 2 interviews, tu prépares des trucs à grignoter, tu prépares une bouteille d'eau et tu es tranquille et tu es patient et tu
tu acceptes le mouvement et tu suis les ondes de la communication et finalement, tu rentres le soir, tu fais une petite sieste, tu fais ton entraînement et la vie continue. Je poursuis donc. Là, on a fait cette petite parenthèse sur les médias. Aussi sur toi, parce que j'ai pas souvenir que tu vois à l'UFC, un coach ait eu une aussi grande importance dans un combat. En tout cas, le côté, tu vois, ombre qui plane. Parce que là, quelque part, toi, ok, il y a Cyril, il y a tout ce qu'il apporte, on connaît tous ses qualités, mais là, t'es peut-être l'atout majeur qu'il va avoir face à Francis. Et est-ce que pour toi, enfin, je sais pas comment le dire, tu vois, sans, enfin, tu sais tout le bien que je pense de Francis, de Cyril et de Francis d'ailleurs aussi, les gens savent évidemment. Est-ce que pour toi, là, ce combat-là, vraiment, si t'es pas avec Cyril, enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'es pas toi finalement le vrai game changer pour Cyril dans le cas présent, tu vois? Non, Ok. non, je le dis en toute sincérité, sans fausse humilité. Je pense que le rôle d'un coach est prépondérant sur un combat. Je pense que sinon, le combattant combat comme un pilote navigue à vue, sans le guidage, tout le contrôle et tout ce qui va avec. Cependant, je suis persuadé que Cyril fait son combat demain et il est coaché par euh, il est coaché par euh, Benjamin Safati, il gagne son combat avec les mêmes chances qu'il aurait pu gagner avec moi. Je suis convaincu que demain, il se fait coacher par Nassourdine Imavov, bien briefé, il gagne son combat avec un détail de pourcentage en moins. Je pense que le plus important se fait au moment de la préparation et que sur la préparation, il y a un gros travail en amont. Aujourd'hui, à, à date là, maintenant là, quand Cyril gagne, aujourd'hui là, comme il est là, prêt maintenant, s'il combat demain, ses chances ne s'amenuisent pas tant que ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est très calé déjà, très propre, qui est là, qui est inscrit dans du marbre et il sait le cheminement qu'il a. Il a un protocole à suivre, il a un chemin à suivre, il sait ce qui va probablement le mener à la victoire. Donc, je pense que le rôle d'un coach, c'est prépondérant, c'est important parce que, comme je vous ai déjà raconté, ce qui va faire la différence entre un coach, je dis n'importe quoi, Nassourdine Imavov, qui n'est pas un coach, qui est un athlète, qui devient progressivement coach parce qu'il prend le goût à ça. Mais la différence, ça va être qu'un gars comme Benjamin Safati, il va coacher avec, ce qu'on appelle 10 secondes, 30 secondes d'avance. Et que peut-être Nassourdine va coacher avec 10 secondes de retard. Ça veut dire qu'à l'instant où, disons que ils seront au clinch, ils seront collés et qu'il y aura une séparation éventuelle. Lors de la séparation, le coach qui a de l'avance dessus parce qu'il a du métier, anticipe, est capable de dire à Benjamin, il va dire à Cyril, attention, lors de la séparation, prépare une frappe de couverture. Et donc, s'il y a séparation et que tu ne prévois pas ça, bah, il aura pris un coup et Nassourdine va dire, attention, bloque le coup, la prochaine fois, bloque le coup. C'est la différence. C'est juste qu'il y a un qui a une lecture un peu plus avancée parce qu'il le fait tous les samedis, c'est ce qu'on appelle l'expertise. Quand tous les samedis que tu es au front en train de coacher les gens à l'UFC, bah, il n'y a pas la magie, tu prends de l'expérience et cette expérience, elle est convertie parce que tu lis un peu plus le jeu. Et voilà ce que je pense du fait d'avoir tel nom et tel nom dans le coin. Et les odds ont évolué bien évidemment. On est passé d'un Francis qui était favori, ensuite Cyril est passé favori, et là maintenant, on a une égalité quasi parfaite. Est-ce que toi tu ressens ça aussi, enfin même si c'est vrai qu'à chaque fois t'es assez confiant bien évidemment pour tes élèves, mais est-ce que là tu comprends ce côté, le fait, je crois que j'ai pas regardé la dernière fois, ils étaient je crois à plus 120 chacun ou quelque chose comme ça, que les gens soient complètement partagés pour ce combat-là? Je comprends. C'est ça qui fait c'est ça qui rend le combat le plus excitant. Je vous ai déjà parlé de ça quand je vous parle de l'ARS et que je vous dis que ma plus grande contribution sur l'événement sportif ARS en France, c'est d'apporter des match-ups où tous les jours, les odds, les betteurs, les parieurs
ne savent pas sur quoi parier. Ils sont perdus. Ils se disent, c'est pas possible, je sais pas qui donner gagnant. Bah là, on a un matchmaking parfait. On ne peut pas faire mieux que ça. C'est très compliqué. Avec, je comprends ces personnes qui sont dans le doute parce que sincèrement, on m'enlève ce que je connais, ce que je sais de l'intérieur. Si on me retire ça, je dis kiff. C'est très compliqué. L'assurance que j'ai, en plus qui est une assurance relative, je le dis à tout le monde qui veut bien m'entendre, je le sais que on peut se réveiller le 23 avec une première défaite de Cyril. J'en suis conscient. Cyril en est conscient. On le sait que c'est une possibilité. Ça fait partie du champ des possibles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le vit relativement bien, parce que c'est quelque chose qui fait partie du champ des possibles. Cependant, la manière dont on s'entraîne, ce qu'on fait en ce moment, fait que si on réussit à traverser cette tempête de 10 jours, de rester sans être contaminé par le COVID, il y a de fortes chances que le 23, il soit couronné le plus fort. Donc, voilà, il y a de fortes chances que ça arrive. Vu ce qu'on connaît, on sait, nous, de l'intérieur. J'imagine que de l'autre côté, c'est pareil. J'imagine que monsieur Eric Nixit, qui est mon collaborateur de l'autre côté, le coach de Francis, il est dans les mêmes certitudes. Ce qu'on nous a appris dans ce métier, dans ce sport particulièrement, c'est que la seule certitude, c'est qu'il n'y a pas de certitude. On ne peut pas avoir de certitude. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Si on a souvent réussi à prédire des combats qui n'étaient pas les nôtres, qu'on ne connaissait pas du tout, si on a réussi au MMA Factory à prédire et à anticiper des game plans sur des combats qui étaient moins importants avec des adversaires qu'on ne connaissait pas du tout, on peut dire qu'on n'est pas loin de la vérité quand on prédit un combat de quelqu'un qui a fait 6 ans chez nous, de quelqu'un qui s'est certes modifié avec le temps, mais de quelqu'un dont on connaît les patterns, dont on connaît les antécédents médicaux, dont on connaît les antécédents psychologiques. On peut dire quand même qu'on n'est pas loin de la vérité. Encore une fois de plus, il suffit d'une erreur et boum, il n'y a plus rien. Tout s'envole. On est conscient de ça. Mais voilà, on sait juste qu'on n'est pas très loin de la vérité. Et pour toi, la clé, même si tu peux pas tout révéler bien évidemment et que tu en dis déjà beaucoup, la clé du combat, quelle va être la clé du choc là? Je suis un peu d'accord avec l'entraîneur de Francis, Eric Nissi, qui a dit que la clé du combat, ça va être de faire que Cyril ne combatte pas dans sa zone de confort. C'est que si Francis veut que le combat se passe bien pour lui, il faut qu'il mette Cyril dans une forme de situation où il ne peut pas s'exprimer, où il ne peut pas avoir le temps d'exprimer son intelligence ou d'exprimer sa lecture de jeu. Donc, il va falloir qu'il rush un peu. Sauf que le défaut de cette qualité-là de rusher, c'est que ça apporte une grande exposition à ses points vitaux. Donc, ça va se jouer dessus. Est-ce qu'il est capable d'imposer un rythme de combat? Cyril a toujours combattu à son rythme. Il pose le combat et il décide quand ça va accélérer, quand ça va se poser. La mission de Francis est de dérégler ce rythme-là. Le problème, c'est qu'il va vouloir le dérégler avec le quoi qu'en coûte. Et ça expose beaucoup. Il va falloir faire un choix. Est-ce que je suis prudent pour voir comment mettre fin à un combat à un moment donné, ou est-ce que je bouscule pour prendre ma chance? C'est complexe.
J'en peux plus. Mais c'est ce qui fait justement que toi aussi, à mon avis, ça rend ce combat aussi intriguant. Est-ce que c'est pour toi aussi ce qui fait que ce défi est peut-être le plus grand ou là, enfin, tu vois, il y a le côté, bien évidemment, faut hyper le choc, mais finalement, tu te dis aussi, comme j'ouvre les guillemets, ça va bien se passer parce que le travail a été fait. Et finalement, peut-être que, comme tu l'avais dit, quand tu comparais John Jones à Francis, bah, quand t'es quelqu'un qui a énormément d'armes, énormément de possibilités, même si c'est un petit couteau, bah, c'est plus difficile d'éviter plein de couteaux plutôt qu'un gros bazooka. Non, au-delà de vouloir hyper, je le dis sincèrement comme je le pense. Hein. Il faut qu'avec le temps, on commence à capter un peu les gens et qu'on sache ce que... Moi, je suis dans l'authenticité pure. C'est que je peux cacher une info, je ne vais pas mentir sur l'info. Je peux omettre de parler de quelque chose, histoire de ne pas donner toute la vérité, mais je ne vais pas donner une info fausse de ce que je connais, de ce que je ressens. Quand je vais sur le combat de Volkov, je me chie dessus littéralement. Je le dis que ça va être le combat le plus difficile, mais dans ma tête, je sais que j'ai quasiment tout préparé avec Cyril. Je n'ai pas laissé un caillou non retourné, comme disent les anglophones. J'ai tout préparé. Cependant, je suis archi stressé par les 10% d'incertitude que j'ai en disant c'est la première fois de la vie que Cyril Gane affronte un mec qui a plus d'allonge que lui, plus d'expérience que lui, expert en kickboxing, qui est son domaine de prédilection, plus lourd que lui, comment il va faire pour gagner le combat? Je sais comment il va faire, mais je me dis, et si ça ne matchait pas parce que trop de physique de Volkov, trop de remise, Cyril mettait un low kick, Volkov en rendait 2 dans la foulée. Donc, très compliqué. Ensuite, ça passe. Je vais sur le combat d'Eric Lewis. Je me dis, c'est quand même chaud, quoi. Le mec, il avertit, I just need one. One. Donc, même si tu es serein, tu te dis, bah, il n'a pas tort quand même. Il a un equalizer, un seul coup, un equalizer. Il peut être perdu, il peut être la tête sous l'eau, il sort la frappe qui égalise tout, fin du match, balle au centre, ça recommence, dodo, au revoir. Donc, tu vas quand même avec cette peur-là jusqu'à la dernière seconde. Tu le sais que vous avez tout révisé. Tu sais que vous avez révisé comment fermer, le provoquer, aller rester dans la boîte, fermer le jeu, remiser, fermer, remiser. Vous avez tout révisé, mais tu te dis quand même, ah, c'est chaud, quoi. Ça se joue à ça. S'il rate, s'il bloque mal, si machin, ça passe, il fait dodo comme Doko, ça a dormi. Doko, c'est beaucoup plus jeune que Cyril. Il a beaucoup plus la pêche, il est beaucoup plus dynamique. Ah, il a dormi. Enfin, c'est ça. Avant, il a fait dormir les gens. Après, il a fait dormir les gens. Donc, c'est un problème d'Eric Lewis. Mais ça passe. Et donc, ce que je t'ai dit, c'est que je suis confiant de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, là, on est prêt à voyager et combattre demain. Il est prêt, le petit. Mais encore une fois de plus, il a face à lui quelqu'un qui a 2 pistolets dans les mains. Ça ne rigole pas, ce sont des balles de fusil qu'il a. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même quand tu as les balles de fusil, des fois, tu peux tirer et au lieu de taper sur le front, ça tape sur l'épaule. Donc, la personne ne meurt pas. Statistiquement, je ne sais pas si vous l'avez compté, mais Francis met un KO tous les 18 coups. Statistiquement, Francis, contrairement à ce qu'on pense que chaque coup de Francis met KO, Francis, statistiquement, va frapper 18 fois et dans les 18 fois, il y a un KO. Bon, après, c'est la roulette russe. Alors que le KO peut venir sur le premier coup et puis les 17 autres coups ne mettent pas KO. Donc, tu ne vas pas aller jouer à ça. C'est la roulette russe. Mais en tout cas, on sait que statistiquement, et Cyril ne prend pas 18 coups dans un combat. Il y a moyen qu'il soit dans les 17 coups qui ne touchent pas. Il y a moyen qu'il soit dans les 17 coups qui touchent sans KO. On voit bien que Cyril a connecté, comment il s'appelle, Stipe Miocic, clean shot, 1-1-2, boom, clean as fuck. Tu ne peux pas faire plus clean que ça. Boum, le gars est là, il est debout, il continue à boxer. Il repart, il attaque avec le bras avant, il change de garde. Boum, il le touche, boum, clean shot as fuck. Again, le gars revient, pas de problème.
Donc, on sait que statistiquement, il faut 18 coups de poing à Francis pour mettre un KO. Tous les 18 coups de poing, il met un KO. Donc, ça veut dire qu'il a une balle de fusil quand même. Le barillet a 18 coups, mais il y a quand même une balle de fusil de vrai dans l'un des barillets. Et si ça touche, tu tombes. Quand tu vas boxer avec un mec comme ça, tu sais que tu joues à la roulette et qu'au bout d'un moment, il peut te toucher. Ben, on en est conscient. Moi, j'en suis conscient. Cyril, toute la team sait que on peut se réveiller dans un cauchemar. Mais cependant, tout est préparé pour que ça ne se passe pas comme ça. Tu parlais un petit peu de statistiques là, justement, il y a des stats qui commencent à fleurir ici et là. Il y en a une, moi je ne sais pas trop quoi en penser, c'est la stat depuis l'arrivée de Cyril à l'UFC, août 2019, il a disputé plus de, je crois que c'est 108 ou 106 minutes dans l'octogone. De son côté, Francis n'a passé que 6 minutes dans la cage. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est en faveur de Cyril parce qu'il a emmagasiné énormément d'expérience, ou au contraire tu te dis bah il y a peut-être certains combats qui auraient pu être abrégés? Qu'est-ce que t'en fais de cette stat là parce qu'elle est en train de popper un peu ici et là? La stat me paraît fausse. Parce que Francis a fait 2 rounds avec Curtis Blade. 2 rounds, ça fait environ 8 minutes, même s'il n'a pas terminé le deuxième round. Très compliqué d'arriver que tu pardon, depuis août 2019. Hein. Et depuis août 2019, il a fait... parce que Curtis Blade, c'était... Je crois que c'était... Alors, c'était le deuxième combat carrément. Donc le deuxième combat, c'était 40 secondes, d'un truc comme ça, je crois. Alors, c'était au troisième combat. C'était juste après... c'est ça. C'est au troisième combat. Mais en tout cas, OK. Si on enlève ce combat de Curtis Blade, les stats sont corrects. Il y a 2 choses à retenir dessus. C'est que chacun fait des statistiques ce qu'il veut en général. Hein. Tu peux les transformer comme tu veux. On pourrait analyser et dire, ça veut dire que Cyril prend de l'expérience, qu'il prend du métier. Et donc, que ça signifie que, mine de rien, il a rattrapé l'expérience qui lui manquait de la part de Francis, puisqu'il y a passé beaucoup plus de temps. Et puis aussi, souvenez-vous, il y a quelques mois, quelques années, une magnifique interview de Fernand Lopez sur la sueur, juste après la victoire de Francis en 20 secondes face à Jairzinho Rozenstruik, où justement on avait critiqué l'exécution, mais tu avais expliqué que le résultat valide la méthode quelque part, il y avait ce KO de 20 secondes. Donc on pouvait dire ce qu'on voulait, il avait mis ce KO en 20 secondes. C'est ça, la performance valide la méthode. Ce n'était pas le bon truc à faire, c'était pas comme ça qu'il fallait le faire, mais quand ça marche, ça marche. Si on me demande, est-ce que tu préfères que Cyril aille mettre un kick ou un jab et ça passe tout de suite et il rentre à la maison, même si c'est mal mis, ou alors tu préfères qu'il fasse 25 minutes de guerre, bah bien sûr que je prends le jab et puis on rentre à la maison parce que ça fait moins de stress et puis ça assure tout. Maintenant, ce que je dis, c'est que les stats, on peut en faire ce qu'on veut. Cyril, Francis Ngannou a un palmarès de 13-3, c'est ça? 16-3. OK, 16-3. Ce qu'ils disent, c'est que invaincu ne veut rien dire. Quand on lui a dit, qu'est-ce que tu fais de l'invincibilité de Cyril, il a dit, invaincu veut juste dire que tu n'as pas eu l'expérience et que tu ne connais pas la défaite, donc tu ne sais pas par quoi je suis passé. Ça, c'est ce que Cyril pourrait lui répondre en disant, 6 minutes pendant 2 ans dans une cage, ça veut simplement dire que tu n'as pas l'expérience, que j'ai beaucoup d'expérience parce que j'y ai passé beaucoup de temps que toi. Mais ça, c'est statistique tourné en mode pour faire plaisir et pour faire briller Cyril. Mais ce n'est pas c'est pas ce que j'ai envie de dire ici. Je pense que la performance valide la méthode et tant que ça tombe, il n'y a pas raison de rester là à traîner dans l'octogone. On est d'accord. Cependant, il faut tirer ce qui est bien dessus. Ce qui est bien, c'est que si tu as passé du kilométrage dans l'octogone, ça va te servir un jour parce que ça veut dire que tu as vu plusieurs situations en temps réel. Ça veut dire que on sait tous que l'entraînement dans la salle n'est jamais l'entraînement le jour du combat. Sinon, Francis n'aurait pas perdu le combat contre Stipe. C'est que, puisqu'à l'entraînement, il faisait des choses pas mal et que le jour du combat, ça s'est avéré différemment. Donc, différent. Donc, du coup, ce que je vais dire, c'est que l'idéal, ce serait d'avoir le kilométrage en temps réel, en situation réelle, dans les dimensions réelles et les règles réelles de combat. Il ne l'a pas. Mais aux entraînements, je vous garantis qu'il a
parce que c'est un bosseur, Francis, et que le kilométrage, il se le tape aux entraînements. Mais non, Cyril a eu les deux. Il a démontré qu'il a le kilométrage en salle et le kilométrage dans l'octogone. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça a une corrélation avec la possibilité ou la tendance que ça peut avoir? Je ne pense pas. Je pense que la vérité se trouve juste dans l'état d'esprit sur lequel chacun va arriver pour pouvoir imposer son game à l'autre. Je ne pense pas que ça se joue au fait d'avoir passé beaucoup plus de temps dans l'octogone. Et tu as parlé d'un Francis qui avait évolué, le concept de calme Francis, de Francis patient. Est-ce que toi t'y crois ou tu te dis que c'est un volcan qui est toujours prêt à entrer en ébullition? Parce que mine de rien, lors de la séquence de finition contre Stipe Miocic, il se fait toucher, il rush un petit peu, et ensuite là c'est Stipe qui se dit ah bah tiens j'ai réussi à le toucher et qui se fait là mettre violemment KO. Mais est-ce que toi tu te dis finalement il va toujours falloir des garde-fous pour Francis parce qu'il est toujours à ça d'exploser, et justement le fait que tu sois là, le fait qu'il y ait un combat qui soit particulièrement attendu, ça peut être aussi l'une des clés du combat. C'est fou parce que c'est le combat de la victoire de Francis qui a été très prépondérant pour moi pour la préparation de Francis. Ce n'était pas ce combat de défaite, mais son combat de la victoire. C'est phénoménal. C'est fou comment le monde nous encense en cas de victoire et oublie ce qu'il y a comme défaut. Je me suis amusé à regarder tout ce que Cyril faisait comme combat et analyser tous les défauts qu'il avait malgré ses 10 victoires. Et j'ai vu des trous, beaucoup de trous, qu'on s'est attelé à colmater. J'espère que de leur côté, ils ont colmaté les trous. Parce que sur le combat de Stipe, oulala, Stipe commence le combat. Il va s'écouler exactement 62 secondes avant qu'il ne mette un low kick. Un low kick pété à mort, éclaté par terre. Un low kick à blanc, pas de jab, rien. Petit low kick, tout pété. Donc, il est pétrifié. Il n'est pas là. D'ailleurs, je le trouve très brave. Parce qu'il y a beaucoup de combattants qui disent, comme quand Francis a combattu contre Day Lewis, il y a beaucoup de combattants qui disent « Je ne sais pas ce qui était dans la cage ce jour-là, ce n'était pas moi ». Je trouve qu'il est brave de ne pas prendre ce côté-là, de ne pas dire « Ce n'était pas moi ». Il ne dit pas ça, il dit juste « Donnez-moi le match revanche, j'ai envie de prendre mon revanche ». Et les gens se disent « Mais il est fou, il s'est fait éclater, qu'est-ce qu'il va prendre comme match revanche ?» Quelque chose à prendre. Quand tu revois le combat, regarde-le, reprenez le temps, allez mater les gars, amusez-vous, vous allez kiffer. Deuxième coup de pied, deuxième low kick, deuxième action de tout le combat arrive au point au bout de 2 minutes et 30 secondes. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes dans un combat face à un mec qui s'appelle Predator et vous avez fait 2 actions en une moitié de round? Vous êtes en mode suicide. Ce n'est pas possible d'être aussi passif. Il ne fonctionne qu'au fait de lui imprimer de la douleur. Vous ne lui donnez aucune notion de nociception. Donc, honnêtement, moi, j'ai vu une très belle progression avec le fait d'être pondéré, d'attendre, d'observer, d'appliquer la bonne consigne. La consigne d'aller chercher le corps, de remonter à la tête. C'était très bien posé, organisé. Mais attention, les gars, observez le combat, c'est terrible. C'est terrible. Je vous avais parlé du sprawl de Francis. Je vous avais prédit que quand Francis va sprawler sur la tête de Stipe, on aura l'impression que c'est un grand frère qui sprawl sur un petit frère. Attention, le sprawl qu'on a vu, c'est l'un des pires sprawls techniquement parlant. Attention, allez observer, il y a un sprawl avec une ceinture de tout le buste et tout le dos. Donc, possibilité pour Stipe de faire un carré. Possibilité pour Stipe de lâcher la jambe déjà. Il s'obstine à prendre cette jambe. Il s'obstine à la garder alors qu'il voit qu'il y a de la puissance en face. Il a moyen de recomposer, mais il reste là-dessus. C'est très compliqué de lire
le jeu de quelqu'un quand il n'y a pas de scramble avant, dessus. Donc, je pense que la notion de calme, elle est intéressante, mais elle est intéressante de voir quand c'est face à quelqu'un d'actif. C'est relatif, le calme qu'on a eu. Le calme qu'on a eu, on l'a eu face à quelqu'un de très, 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 très intimidé. Est-ce que vous vous rendez compte que si on enlève le différentiel de force, personne de tous les analystes n'a fait attention au fait que le timing de Stipe était parfait. Il n'y a pas plus parfait que ça en termes de timing. Le timing en lutte, c'est quand je suis capable de te faire croire que je boxe et que j'arrive à prendre ta jambe à ton insu. Il a pris, au moment où il a verrouillé ce qu'on appelle un contrôle. Un contrôle, c'est une saisie renforcée. Ce qu'on appelle un contrôle de la jambe. Au moment où il contrôle la jambe de Francis, Francis est couché sur lui tellement il est battu en timing, complètement battu. C'est là où moi j'attendais pour voir l'évolution. Est-ce que tu es capable de lire le timing? Parce que quand je te tiens la jambe, tu es déjà battu de toutes les façons. L'idée, c'est que je ne te tienne pas la jambe. Parce que quand tu luttes en mettant la force pour éviter qu'on t'amène au sol, bah, tu dépenses de l'énergie, c'est très énergivore. Est-ce que tu es capable de lutter comme ça avec un mec comme DC, qui sait lutter de manière efficiente? Est-ce que tu peux lutter comme ça avec un mec technique comme Khabib ou comme Kamaru? Je ne suis pas sûr. Donc, moi, perso, je ne suis pas admiratif du fait qu'il est brutalisé. Je suis conscient que c'est un facteur capital pour lutter. Je peux juste gagner mon combat en brutalisant les gens. Mais si tu as un mec intelligent en face, est-ce que tu penses que tu le brutalises de la même manière? Est-ce que c'est sûr que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est pas mieux d'éviter le timing? Parce que quand on t'a battu en timing, il y a un problème. Donc, c'est tout ça que je fais comme réflexion. Encore une fois de plus, je ne vous dis pas que j'ai une certitude de l'autre côté. Je vous dis de l'analyse, si on veut être objectif, soyons objectifs jusqu'au bout. Quand il sort de la cage et que Stipe a évité la mener au sol et que Francis se contre-attaque, regardez le combat, faites pause, regardez la position physique de Francis, il est en avant, il est jeté complètement. Donc, c'est très complexe de juger ça, de dire est-ce qu'il se roche, est-ce qu'il ne roche pas. Moi, j'ai quelqu'un qui ne bouge pas. Il ne bouge pas, je teste, je fais des feintes, il ne bouge pas, calf kick. Il ne bouge pas, il ne bouge pas, je touche. C'est différent. Quand tu sais que tu peux t'ouvrir pour toucher et que tu prends en compte, c'est différent. C'est différent. Tu as parlé d'un échange juste avant le chaos. Personne n'a mentionné que Francis a été sonné. Personne ne l'a mentionné. Mais reprenez la vidéo, faites une pause juste avant que Francis ne mette KO. Ce n'est pas qu'il est touché, il est ébranlé. La mauvaise lecture de Stipe qui est en panique le pousse à se précipiter et de manière machinale, il va manger un crochet qui ressemble beaucoup au crochet de Cheikh Congo contre Pat Berry. Donc, voilà. Voilà ma petite analyse de cette petite coup de vidéo qui était très instructive. Donc, faites attention sur, il est très calme, il a beaucoup évolué. Ce que je dis, c'est que sur le contrôle de lui-même, il a été beaucoup plus calme qu'en 2018. C'est excellent. C'est une très belle précaution de sa part, de la part de son camp d'entraînement et de sa team. Magnifique. Sur le sprawl, il a régressé. Sans aucun chauvinisme, sans aucun manque de respect.
Ispro est mieux avant. C'est du basique. Je peux le prouver, j'ai des vidéos. Isprol, il met la tête sur la nuque, il contrôle la nuque, il se débrouille à contrôler et ne pas trop engager ses coudes. Il a engagé ses coudes, ceux qui sont des lutteurs savent c'est quoi une manchette. Ceux qui sont des grappleurs savent c'est quoi un carré. Ils vont comprendre qu'il était en danger dessus. Donc, je le dis encore une fois de plus de manière, je peux me tromper, mais il n'y a pas volonté de mauvaise foi. Je peux me tromper. Je dis simplement que de manière très objective, le sprawl en question, il aurait fait lors de mes entraînements, je lui dirais, non, Francis, pose ta main, même depuis le 100% fight. Vous retrouvez le combat Francis Peck, c'est un mec qui s'appelle Peck quelque chose, j'oublie tout son nom, sur le 100% fight. À un moment donné, il sprawl, je lui dis, Francis, pose la main sur la nuque, pose la main sur la nuque, appuie la nuque par terre. Il appuie et je dis, merci Francis. Slow motion, vous pouvez l'écouter. Donc, voilà, ça c'est mon rapport à froid, du compte rendu de ce combat-là qui était très instructif, sur lequel il a fait une masterclass. Mais encore une fois de plus, même dans les masterclass, comme a fait Cyril lors du combat avec Derrick Lewis, il a fait une masterclass, mais dans les masterclass, il y a des trous et des espaces qu'il faut colmater. Je vais t'embêter avec 2 dernières questions. Pour Cyril, justement, toi qui as connu bien évidemment Francis lors de nombreuses années, est-ce que toi là, tu dirais que c'est un avantage évidemment pour vous, je pense en tout cas, le fait que là il y ait quelqu'un, que toi aussi tu sois prêt à justement te dire, potentiellement dimanche matin, on peut avoir perdu, on peut s'être pris un KO, et que là, Francis n'aura peut-être pas l'avantage qu'il a face à quasiment tous ses adversaires, peut-être hormis Derrick Lewis, où les gars ont déjà pas perdu avant d'avoir eu le combat, mais tu vois, sont plus omnubilés par le fait de pas se prendre un KO que de gagner le combat, tu vois. Ouais, l'effet Tyson. L'effet Tyson, c'est ce qu'on appelle l'effet Tyson. L'effet Tyson, c'est que Tyson, ses adversaires arrivaient, ils avaient perdu la moitié du combat déjà parce que Tyson était phénoménal. Et dès le jour où il y a un mec qui a battu Tyson, tout le monde se dit, ah, il y a un moyen en vrai. Il y a un petit Sud-Africain qui est arrivé, personne ne le connaissait. Il a compliqué la vie à Tyson. Les gens se disent, oh, shit, c'est possible en fait. Et là, la hype s'est arrêtée sur l'effet Tyson. Je pense qu'au-delà du fait que, comment dire, au-delà du fait que on ait conscience qu'on peut perdre le combat, mais il y a le fait que il y a des individus qui sont plus ou moins assujettis à ce qu'on appelle le contrôle du système nerveux neurovégétatif. Je pense que sur une vidéo précédente, je vous en avais déjà parlé. Je vous avais expliqué que la notion de stress et de peur n'est pas dépendante d'un individu. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a des effets qui sont faits par le système nerveux neurovégétatif qui est l'opposé du système nerveux somatique. Le système nerveux me permet de prendre ma bouteille d'eau, de boire. Ça, c'est le système somatique. Ensuite, en parallèle de ça, sur le côté, j'ai un système qui s'appelle le neurovégétatif qui va permettre que je digère cette eau de manière fluide parce que mes intestins font le boulot. Ça permet à mon cœur de battre pendant que je vous parle. Là, il y a mon cœur qui bat et qui est en état de cohérence, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, l'opposé de ce qu'on appelle le chaos cardiaque. Et en gros, ce qui se passe, c'est que normalement, quand tu sais que tu vas rentrer dans l'octogone dans 5 minutes avec un adversaire qui va essayer de t'arracher la tête avec tous les enjeux que ça comporte, donc ça veut dire que si tu devais gagner 300 000 et 300 000, tu vas gagner que 300 000 parce que les autres 300 000, tu ne les auras pas, tu auras perdu le combat. C'est la moitié de ta prime que tu vas payer. Ta santé en danger. Tout ce qui... C'est un phénomène qui est automatique. Vous avez déjà vécu ça un jour, même pour ceux qui ne se sont jamais battus. Le jour où vous avez eu ce truc-là, où vous étiez en frontal avec un monsieur qui voulait vous arriver à un état de rixe avec vous, ou simplement qu'il y avait un chien qui était lâché sans laisse et que le chien était menaçant, vous avez votre système neurovégétatif qui se met en route pour vous protéger.
il a deux parallèles. Il a un système nerveux sympathique et un système nerveux parasympathique. Le sympathique vient à votre aide. Il va vous dilater la pupille pour une meilleure acuité visuelle. Il va vous permettre d'avoir un peu plus d'oxygène. Comment il fait pour ça? Il va pomper et dépomper rapidement, c'est ce qu'on appelle la diastole, la systole, pour envoyer un peu plus de sang, puisque le sang va irriguer avec de l'oxygène. Donc, augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation du volume respiration, augmentation de l'amplitude respiratoire, tout s'affole dans votre corps. Vous avez une décharge d'adrénaline sur la colonne vertébrale pour avoir un peu plus d'excitation, pour fuir le danger ou pour contre-attaquer le danger. Du coup, vous reconnaissez ce qu'on appelle la peur. Quand Cyril est capable, à 2 minutes de combattre dans le couloir de la mort, de me dire, hey, le King, tu peux chasamer le morceau là et tout, quand son adversaire est en train d'entrer, et qui dit, tu peux me chasamer, la musique, elle est belle, ce n'est pas normal. Ça veut dire que Cyril Gane pourrait déjouer le détecteur de mensonges. Le principe du détecteur de mensonges, c'est que je me connecte et quand je dis une fausse réponse, mon homéostasie, donc l'équilibre de mon système nerveux sympathique et parasympathique, s'affole. J'ai ce qu'on appelle le chaos cardiaque. Et là, l'oscillographe va s'affoler et on sait que j'ai menti. Mais les gens qui contrôlent cet appareil, c'est les gens qui sont capables de contrôler la respiration et de monitorer pour arriver sur une cohérence cardiaque. Et c'est pour ça que je dis, au-delà du fait qu'il soit conscient qu'il peut perdre, il est bizarrement constitué. Il fait partie de ces exceptions de personnes qui ne sont pas touchées par ça, l'effet Tyson, qui ne sont pas touchées par ça et qui vont faire le combat de manière délibérée en évitant tous les enjeux extérieurs, en évitant toutes les complications de la vie qui font que j'ai peur de ci, je fais attention à ça, et donc il va juste librement poser son jeu comme il a appris le jeu. Et ça, c'est un avantage. Bien, ultime question. Je vais pas te demander de pronostic, mais comment tu visualises, comment tu envisages cette UFC 270? Je pense que le combat ne va pas à la fin. Ok. Non, c'est tout. C'est tout. D'accord. Ça, c'est la première fois qu'il est pas très loquace. Bon, bah voilà. Ok, nous n'en saurons pas plus. Mais d'accord, donc tu vois une victoire avant la limite de Cyril Gane. Voilà, bon bah très bien, bah très intéressant. Rendez-vous, on va dire, dans les prochaines semaines pour peut-être en savoir plus. Et puis dans la nuit du 22 au 23 janvier, bien évidemment. Le King, merci beaucoup. Les questions, on les prendra la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, on vous prépare un joli programme pour la suite. Bah voilà, vivement en tout cas. Merci beaucoup, merci pour l'écoute et j'espère que cet événement va donner une nouvelle ampleur à l'essence et le sort du MMA en France et dans le monde d'ailleurs, en Afrique, puisque autant je suis jaloux de vous parce que vous avez en puissance une superstar et quelqu'un qui va marquer le siècle du sport de combat en France. Et moi qui suis originaire du Cameroun, je suis très content parce que Francine Ngannou est en train de marquer l'essor du sport de combat en Afrique et notamment au Cameroun. Et je suis fier de lui, je suis content pour ça. Je suis content moi aussi même si je le fais de manière discrète, d'accompagner l'OMM africain à ma manière, à ma petite dimension. Mais voilà, j'espère vraiment qu'on va ressentir l'engouement de ce sport et qu'il va devenir mainstream très bientôt avec ce combat. Et du coup, qu'il y aura des ricochets sur la sueur pour atteindre ces 1 million. Let's go. Allez, à la semaine prochaine.